à tous. Pour le Zoom d'aujourd'hui, je reçois Laurence Brunet-Jambu. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi aussi, merci. Alors vous allez nous présenter cet ouvrage, Signalement au pluriel. On va comprendre très rapidement pourquoi. Il s'agit d'un témoignage. Vous l'avez écrit également avec Karine, qui est votre nièce. On verra plus tard qu'elle évoluera pour devenir votre fille, puisque vous l'avez adoptée. Elle est notre fille, oui. Et alors, vous racontez donc dans ce livre la trajectoire épouvantable, horrible de Karine, une trajectoire épouvantable que vous suspectez dès la naissance finalement de Karine. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter tout cela ? En fait, j'ai presque suspecté avant qu'elle naisse, c'est-à-dire que pendant que ma belle-sœur était enceinte, elle n'avait pas le comportement d'une femme, un comportement sain en fait. Elle n'était pas intéressée par sa grossesse, elle n'était pas intéressée par ce bébé qui allait naître. Et en fait, j'ai compris que c'était au moment où elle a appris que c'était une fille, qu'elle s'est complètement repliée sur elle et elle n'avait pas du tout envie de la voir naître. Et c'était un comportement qui était inquiétant. Et elle en parlait comme de quelque chose qui était en elle, mais en même temps qu'il ne l'était pas. Quelque chose qui était complètement dissocié. Et dès l'accouchement, elle s'en occupe très peu. Elle s'en occupe pas du tout. Vous êtes plus présente qu'elle ? Pas du tout, d'ailleurs. Elle s'en occupe pas du tout. Avec un rejet véritable. Oui, elle ne veut pas donner le biberon. Et elle ne veut pas la prendre. Surtout ça, elle ne veut pas la prendre. Elle la regarde pas et elle la nomme pas. Elle l'appelait elle. Et cette petite Karine ne va pas pouvoir non plus se tourner vers son papa ? Alors, au départ, René Paul et mon beau-frère étaient, on va dire, un peu présents. Un peu. Et il a été vite dépassé par les événements, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de jouer le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle éducateur, ce qu'il n'avait jamais été capable de faire. Et surtout, il n'était pas en capacité de gérer le bien, le mal. Voilà, c'était quelqu'un qui était... Capacité de discernement assez faible. D'ailleurs, vous expliquez, oui. C'est assez terrible que lui-même est un peu usurpé par son épouse, puisque lui-même est stérile. Et son épouse lui explique donc qu'elle est tombée enceinte et il met cela sur le fait d'un marabout. Oui, c'est même pas ça. C'est en fait mon beau-frère qui va chez un marabout avec sa femme et il lui met les mains sur les parties et en cours de route, il s'arrête. Et ils font l'amour dans la voiture et elle tombe enceinte. C'est comme ça que nous, on nous annonce que ma belle-sœur est enceinte. Et on sait, quand on nous le dit, que c'est pas possible. Parce que j'avais accompagné mon beau-frère avec sa précédente épouse et qu'il était déclaré stérile par les autorités médicales. Alors très rapidement, après la naissance de Karine, vous découvrez, vous êtes surprise par l'attitude de votre belle-sœur et vous découvrez l'impensable dans le passé de cette femme qui fait partie de votre famille. Oui, en fait, mon beau-frère me demande de venir, de prendre son épouse et sa fille quelques jours parce qu'elle n'y arrive pas. Et je comprends après coup pourquoi elle n'y arrive pas. Et donc pendant ces 3 jours, le lundi, le mardi, j'essaye de lui donner Karine, ça ne fonctionne pas, elle n'en veut pas. Je me dis, bon, elle est peut-être fatiguée, ou je sais qu'elle a perdu un enfant à ce moment-là, mais je ne sais pas comment. Mais moi, je pensais que c'était, vous savez, un bébé décédé à la naissance. Enfin, elle nous disait un bébé qui avait eu des soucis cardiaques. Pourquoi ? Enfin, je veux dire, voilà, c'est possible. Bien sûr, ça peut arriver. Et puis le 3e jour, sans doute par impatience, je lui dis, écoute, tu la prends. Et je vais pour lui donner Karine dans les bras. Et à ce moment-là, elle me repousse avec la petite dans les bras et elle me dit, ah non, surtout pas. Je vais la saigner comme j'ai saigné l'autre. Et quelle autre ? La petite que j'ai tuée, je l'ai tuée à coups de couteau et c'est pour ça que j'ai fait de la prison. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce que j'avais Karine dans les bras et nous étions dans le couloir de notre appartement. Enfin, c'était une maison-appartement. Et j'ai glissé tout doucement. C'est le mur d'en face qui m'a retenue parce que je crois que je me serais fait mal avec Karine. J'ai glissé doucement, je ne pouvais plus rester debout. Et quelque part, ça venait conforter toutes ces craintes que vous aviez depuis la grossesse, finalement. Et là, à partir de ce moment-là, ma vigilance est devenue rouge. Et alors, tout de suite, vous avez compris qu'il fallait sauver Karine. Qu'il fallait la protéger, surtout. Oui. Le soir même, j'en parle à mon beau-frère. Je lui dis, ben voilà, Anne-Marie m'a révélé ça. Il faut absolument que tu préviennes les services sociaux. Il faut protéger Karine. Et il me répond, ah ouais, mais c'est pas grave, c'était pas la mienne. Donc là, vous comprenez que Karine n'a pas grand monde autour d'elle qui va pouvoir l'aider. Moi, j'ai fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance le lendemain. Le premier ? Le premier.
D'une longue liste. Ouais, voilà. Et j'ai reçu une lettre un mois après où on m'a dit, un peu vulgairement, circulez, il n'y a rien à voir, tout se passe bien avec les parents. Nous travaillons en bonne approche. Alors effectivement, on sait que les parents sont suivis. Oui, mais quel suivi? Excusez-moi de dire ça, mais quel suivi? Des TISF, les travailleuses qui vont à domicile, interviennent matin et après-midi dans cette famille à partir de ce moment-là, avec un coût pour la société démentiel. Là, pour le coup, voilà. Au bout d'une semaine, ils font un premier rapport en disant que cette petite fille doit être retirée et placée parce que ça ne se passera pas bien. Ils vont la laisser 11 ans. Et les travailleuses familiales vont venir pendant 11 ans dans cette famille. Et elles ne feront elles-mêmes aucun autre signalement? Elles ont fait des rapports à l'aide sociale à l'enfance. On les a retrouvées depuis qu'il y a toutes ces procédures. Mais à ce moment-là, ça n'a pas été pris en compte par les travailleurs sociaux. Alors on sait aussi que dans la toute petite enfance de Karine, avant d'en venir au sujet de la pédophilie en tant que telle, elle a subi aussi d'autres mauvais traitements de la part de ses parents. Ils l'enferment dehors, ils l'empêchent d'aller aux toilettes. Il l'empêche d'aller aux toilettes et surtout il la frappe. Sa mère la frappait énormément. C'est-à-dire que c'était une petite fille, si vous voulez, qui était... À 3-4 ans, elle était déjà dissociée. L'abandon, c'était un abandon en fait, parce qu'elle n'était pas embrassée, pas aimée, pas nommée. Elle n'existait pas dans la maison. On la mettait dans un lit à barreaux, au départ, pour la protéger. Mais après, coup, c'était aussi pour la maintenir dans un espace en cage. Et Karine est restée très longtemps dans ce lit à barreaux. Donc elle n'était pas souriante, pas épanouie, elle ne parlait pas. Et là, elle a commencé à prendre du retard, voilà, dans son évolution. À l'école notamment, et ça a éveillé certains soupçons. On ne va pas dire ça comme ça, puisque l'école la mettait souvent... La première école où elle était, la mettait souvent dans la bibliothèque pour pas qu'elle gêne les autres élèves. Karine a été vue par le RASED. Alors le RASED, vous savez, c'est les équipes pédagogiques qui viennent renforcer l'équipe éducative de façon à pallier un petit peu les enfants en difficulté. Par contre, là, le RASED, à 2 reprises, fait état d'une problématique importante en se disant, la petite nous raconte des choses, est-elle en plein fantasme ou dans une cruelle réalité? C'est passé inaperçu pour tout le monde. Alors justement, on a compris, Karine vivait un véritable cauchemar aux côtés de ses parents, René et Anne-Marie. Mais tout va basculer dans une affaire encore plus sordide, j'allais dire, dès lors qu'un proche, un ami de ses parents va habiter chez eux pendant plusieurs années. 3 ans. Et il a, en fait, en 1997, la compagne de ce monsieur travaille avec mon beau-frère dans un même lycée, et fait un CES. Vous savez, les contrats emploi solidarité. À ce moment-là, moi, je rencontre cette personne. Elle était très gentille, très dévouée, voilà. Et par contre, monsieur Blody était incarcéré pour des faits de violence sexuelle sur ses 2 autres enfants, sur ses 2 filles. C'était sa 3e incarcération, voilà. Donc un récidiviste. Voilà, il sort en 1999. Il est mis, pendant 2 ans, il va travailler aux Emmaüs à Paris, dans le cadre de réinsertion et de choses comme ça. Et puis en 2002, il atterrit à Rennes suite à des factures impayées. Enfin, il est un peu contraint de revenir sur Rennes. Et très vite, il va se lier d'amitié avec René et Anne-Marie Jambu, qui vont lui proposer de venir vivre à domicile, en connaissant son passé, sa dangerosité. Alors ça, on voit d'ailleurs que dans le livre, on comprend que c'est un combat aussi pour vous de faire reconnaître que les parents savaient. Tout à fait. Ah bah, ils savaient qui il était. Et donc très vite, là, ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie, et très vite l'agneau... excusez-moi de dire ça comme ça, mais c'est un peu schématique, mais c'est ce que moi j'ai ressenti. Très vite, il va prendre Karine comme un exutoire, parce que voilà, ce qu'il va lui faire, ça défie tout ce qu'il a fait aux autres. Donc pendant plusieurs années, cet homme, Roland Blody, va chercher Karine la nuit, la ramène sur le canapé, oui, parfois dans l'après-midi, et là c'est presque plus terrible, j'allais dire, puisque... Il fait partir la mère. Il fait partir la mère, et la mère ne peut pas ignorer ce qui va se produire. Il lui donne de l'argent pour aller acheter des cigarettes. Le samedi, il fait les courses, donc il ramène de l'alcool pour faire la fête le samedi soir.
Il s'est passé des choses terribles. Hein. Le pire, c'est qu'à un moment donné, son frère et lui prennent un appartement, enfin une espèce de studio dans le centre de Rennes, rue Saint-Melaine. Et le samedi, il emmènera Karine aussi dans cet endroit pour la violer. Et les parents le laissent? Elle lui confie Karine, sans problème. Alors on se demande aussi tout au fil du livre ce qu'on va découvrir au sujet des parents et jusqu'à quel point ils étaient au courant et jusqu'à quel point ils étaient finalement complices de ces actes. Ils reconnaissent très facilement, tout de suite, qu'à plusieurs reprises, ils ont trouvé leur fille nue dans le lit avec Bloody. Ce qui leur permettait de disputer leur fille. Oui. Mais on s'interroge aussi sur la participation du père, puisque vous racontez, que quand vous allez dans votre belle famille, avant Karine, votre beau-frère a un comportement très déplacé. Très déplacé, et que tout le monde connaissait. Tout le monde. Mais ça faisait rire. Vous savez, c'était quand même... c'était très glauque. Mais ça se connaît, vous savez, dans certaines familles, il n'y a pas un repas de famille sans qu'on ait des propos insoutenables, mais qui font rire, qui font saliver. Il y a l'alcool. C'est un esprit rural, excusez-moi de dire ça, mais voilà. Et en fait, moi, je n'ai pas ma place. Je le fais vite comprendre à mon mari. D'ailleurs, je n'emmène très rarement mes enfants dans des repas. Je les fais garder parce que je veux les préserver. Mais... mon mari adore son beau-père, adore son père plutôt. Mon beau-père était un homme... Que vous appréciez, vous aussi? Oui, moi que j'apprécie beaucoup. Et les efforts qu'on fera, on ne les fera que pour cet homme. Qui va mourir au fil de l'affaire avec Karine. Mais lui, il a compris qui était ma belle-sœur. Et j'y pense souvent, hein, parce que voilà, je sais qu'il avait compris qui elle était. Parce qu'il ne l'aimait pas. Il avait des propos sur elle parfois très violents. Et je pense qu'il a toujours su qui elle était. Alors finalement, dans toute cette affaire, ce qui vous aidera, Karine et vous, c'est assez terrible à dire, mais c'est finalement le désamour de ses parents pour cet enfant qui voit finalement en elle essentiellement un enfant qui va coûter de l'argent. Et vous jouez beaucoup sur cela, même si vous n'avez pas des moyens débordants. Vous comprenez très vite que si vous leur expliquez que quand elle vient chez vous, c'est vous qui allez payer pour sa nourriture et pour ses affaires, c'est un bon moyen pour qu'il vous la laisse. Mon beau-frère est très radin. Mais quand je dis radin, c'est radin. Parce que je pense qu'une des conséquences, c'est que Anne-Marie, n'ayant jamais d'argent sur elle, parce qu'il ne veut pas lui en donner, a livré sa fille. C'est ça aussi l'histoire. C'est qu'il ne lui donne pas de quoi s'acheter un paquet de cigarettes, pas de quoi acheter une baguette. Donc je pense que, vous voyez, sa radinerie a eu des conséquences dramatiques aussi. Voilà. Et je sais que pour de l'argent, excusez-moi, on dit souvent cette expression, il tuerait père et mère, mais c'est le cas. C'est comme ça que j'ai compris que j'allais pouvoir influencer les choses pour Karine. Alors au début de tout cela, vous savez, vous comprenez, vous êtes évidemment extrêmement empathique à l'égard de cet enfant qui est en souffrance, qui a un comportement souvent étrange. Sexualisé. Sexualisé aussi d'ailleurs, et c'est constaté à l'école. Oui. Mais elle a un regard dissocié en fait, elle ne sourit pas. Elle est souvent dans le vague, absente. Ah oui, complètement, complètement. Elle vous regarde, vous lui parlez, mais au bout d'un moment, vous comprenez qu'elle ne vous regardait pas, en fait. Qu'elle n'était pas là. Et c'est terrible. Hein, parce que quand elle est née, elle est toujours belle, mais je veux dire, c'était un magnifique bébé, vraiment. Et petit à petit, elle est devenue une enfant complètement dissociée, avec des troubles du comportement. Alors au fur et à mesure, vous arrivez à la faire venir régulièrement, puis de manière plus espacée, parce que évidemment vous avez des échanges très virulents à l'égard avec les parents. Donc parfois, finalement, la punition contre vous, c'est de ne pas vous laisser Karine. Et c'est évidemment une très lourde punition pour elle aussi. Ah, oui, et je n'ai pas toujours compris à quel point elle avait souffert. Parce qu'elle me dit aujourd'hui, elle me dit, tu sais Laurence, un jour tu m'as acheté une poupée. Et c'est vrai, je lui avais acheté une poupée qui parlait très haute et qui marchait, parce que c'était la filleule de mon mari. Donc on essayait toujours de lui faire plaisir. Et elle me dit, tu sais que c'était à cette poupée-là que je pouvais dire ma souffrance. Et je lui dis, tu tenais tant que ça, elle me dit, mais c'était tout pour moi. Tout. C'est comme son chat. Elle avait un chat.
Son chat, c'était sacré, c'était en fait le seul être chaud qui lui permettait, en vie en fait, qui lui permettait d'aller un petit peu mieux. C'est terrible de dire que des enfants vivent comme ça. Alors si on sort de la famille, j'allais dire, quand vous comprenez qu'il faut sauver Karine, vous avez évidemment, vous allez redoubler d'efforts pour essayer de la tirer des griffes de ses parents finalement et de son violeur qui est à domicile pendant un certain temps. Et donc, comme toute personne normalement constituée en France, vous vous adressez aux différents services publics. Et là, c'est la déconvenue totale au fur et à mesure. Et évidemment, c'est à cela que fait référence le titre du livre, Signalement avec un S, puisqu'il en faudra 14 pour réussir à sauver Karine de ses parents. Oui. En fait, je crois que tout le temps, quand il y a des faits divers en France, on s'aperçoit qu'il y a eu des signalements. On s'aperçoit qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites et que finalement, on n'a pas tenu compte des alertes. Et c'est terrible. Et alors c'est même pire parce que finalement, vous le dites, vous êtes la bête noire, la sorcière, vous êtes affublé de tout un tas de sobriquets, qu'il s'agisse des tribunaux, des services sociaux. Oui, les services sociaux m'appelaient la sorcière. C'est vous qui êtes perçue comme la bête noire. Madame Lipiansky m'appelait l'autre, c'est-à-dire l'insignifiante, le rien, la moins que rien. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Bien sûr. L'autre, rien. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, ces gens ? Je pense de te dire tête, de ne pas me laisser abattre. Mais c'était des gens qui étaient là pour aider les enfants. Je l'ai cru longtemps. Et vous avez, on l'a vu, vous avez poussé un nombre de portes absolument incalculable. Vous avez écrit à des procureurs, oui, à des ministres, à des gens haut placés, à des ministres, à des présidents de la République d'ailleurs. Oui, et le seul qui a bougé, c'est M. Nicolas Sarkozy. Qui a bougé ? Qui a bougé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on m'a retiré, parce qu'elle nous est confiée, à un moment donné, parce qu'il y a eu des signalements. Donc enfin, on a Karine chez nous. Et elle nous est repris... Comme une famille d'accueil. Voilà, elle nous est reprise par un travailleur social qui considère que je suis folle et dangereuse pour Karine et qu'il faut presque m'enfermer parce qu'il me faut une expertise psychologique et voilà. Et donc à ce moment-là... Il la reprend d'ailleurs Manu Militari dans sa voiture personnelle. Oui. Enfin, c'est une scène qui est complètement surréaliste. Oui, mais qui est vraiment dans notre... On dirait un rapt. Oui, presque, mais... Ça se passe parfois comme ça pour beaucoup d'enfants. Et en fait, j'ai le seul recours, c'est d'écrire à Nicolas Sarkozy. Et je lui mets dans ce courrier toute ma souffrance, mais toute la souffrance de Karine, sachant qu'à ce moment-là, Karine a quand même dit, elle a raconté à la justice ses viols. Et en plus, elle est crédible. Il y a une expertise d'un psychologue, M. Parentoine, qui dit qu'il ne faut surtout pas la séparer de cette femme. Ce serait dangereux pour son équilibre psychologique. Et d'ailleurs, juste après... Quand ils vont vouloir venir la chercher, Karine, elle était en train de se pendre quand on l'a surprise. Oui. Donc ils l'ont poussée presque au suicide. Oui, à mourir. Et elle le dit d'ailleurs, souvent. Je pense que c'était la seule façon d'échapper à tout ce que je vivais. C'est terrible, hein. Parce qu'on est passé, je pense, voilà, on est passé tellement près de la voir partir. Alors il y a une constante dans ce livre, c'est vous parlez quand même en toile de fond de votre foi. Oui. Je crois qu'à un moment donné, j'ai douté. Je me suis dit, c'est pas possible que des choses comme ça puissent arriver à des enfants. Et puis, petit à petit, j'ai repris ma foi parce que je me suis dit, il faut croire, il faut y croire. Je crois dans l'espérance. Et je crois que si aujourd'hui, on n'espère plus, on abandonne le combat avant même de l'avoir commencé. Et donc, au contraire, je dis qu'il faut y croire. Ma foi est très forte, plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été, sans doute. Et c'est ça aujourd'hui qui me tient pour espérer en sauver d'autres. Et alors, comment va Karine aujourd'hui ? Alors, vous l'avez adoptée déjà il y a plusieurs années ? Oui, voilà, elle a été adoptée il y a 4 ans. Donc, et ça a été une demande plus de nos enfants que de nous, en fait. Parce que pour nous, elle était notre fille. Mais pour nos enfants, c'était pas facile. Pour nos petits-enfants, ils savaient pas qui elle était là, elle était leur tante, elle n'était pas leur tante. Et donc, on a voulu clarifier les choses. Et aujourd'hui, on n'a pas 5 enfants, mais 6. Donc, on est quand même une famille. Elle vous appelle maman ? Non. Non ? Elle parle de nous comme si nous étions sa maman et son papa. Quand elle parle de nous, elle dit ma mère, mon père, voilà. Elle a encore un peu de mal à dire papa, maman. Et elle nous a tellement appelés Laurence et Loïc. Bien sûr. Voilà, elle l'associe peut-être à... Voilà,
enfin, je pense pour elle que ça viendra un jour. La fête des mères, c'est quelque chose d'important. Elle nous le souhaite. Puis je crois que c'est pas c'est pas le plus important. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, elle est peut-être pas prête à mettre ce nom maman. Qui est trop marqué pour elle et qui renvoie à des choses très dures. Très dures. Et puis peut-être quand elle sera maman, à son tour. Voilà, je lui le souhaite. Voilà, peut-être que c'est là que les choses viendront plus facilement. Alors aujourd'hui, vous avez réussi à sauver Karine. Oui. Mais Laurence Brunet-Jambu ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui vous êtes présidente d'une association de défense des enfants, Alexis Danon de Bretagne. Oui. Alors j'ai une question terrible à vous poser, Laurence Brunet-Jambu, mais est-ce que vous avez vu des cas aussi hallucinants que le vôtre depuis que vous avez monté cette association? Alors oui, parce qu'on a à peu près, on est en gestion d'une centaine de dossiers. Sur la Bretagne, mais on m'appelle aussi de d'autres départements et je ne me vois pas dire à quelqu'un, je ne suis pas sur votre secteur, je ne vous aide pas. Donc on a des dossiers, je vais même vous faire rire, mais j'ai un dossier en Malaisie d'un professeur français, et ça s'est passé en France, voilà, donc elle m'a contactée, je l'aide. Voilà, parce qu'avec les réseaux sociaux, WhatsApp, c'est très facile. Bien sûr. Oui, et les dossiers se ressemblent tous. Les dossiers sont souvent les mêmes. C'est des enfants qui subissent des horreurs, qui le disent, qui ne sont pas crus, qui le montrent par un comportement complètement dissocié, par un comportement aussi, par des troubles du comportement qui vont avec des enfants abusés et qui ne sont pas protégés. Au contraire, parfois ils sont remis à leurs agresseurs. Comment vous expliquez que cette parole de l'enfant soit aujourd'hui tellement négligée et tellement finalement difficile à appréhender pour les adultes? D'abord parce que l'inceste envahit notre société, je le pense. On a une morale, on a une morale qui depuis longtemps a été mise de côté. Il n'y a plus d'éducation. L'éducation sexuelle, il n'y en a pas. L'éducation parentale, n'en parlons pas. Et je crois que comment je veux dire, c'est pas ça qui fait que les gens ont des comportements incestueux, mais ça y participe. C'est une déliquescence progressive. Tout à fait, progressive. Et moi, je dis souvent, il n'y a pas un auteur, il n'y a pas une victime dans un comportement incestueux, il y a une famille. Et quand on remonte, on voit bien les ramifications. Et donc, tant qu'on n'acceptera pas de travailler toute la famille, avec les oncles, les tantes, les grands-parents, toutes ces gens qui ont été abusés, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à couper. Il faut dissocier la partie juridique du travail qu'il faut faire dans la famille. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Le juridique ou d'arrêter le comportement incestueux? À mon avis, c'est d'arrêter le comportement incestueux. Enfin, pour moi, toujours. Et peut-être que ça peut se passer sans la justice. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Et qu'au Canada, au Québec, ils travaillent comme ça. Et il faut s'inspirer de cela. Parce que le plus important, c'est que ça s'arrête à un moment donné. C'est qu'il n'y ait plus de victimes. Et donc, il faut accepter aussi que parfois, on n'a pas besoin de la justice. Que parfois, les gens n'ont pas envie de porter plainte. À partir du moment où l'auteur reconnaît, où chacun accepte de travailler comme ça et de dire « oui, papa, tu m'as fait ça », et que le père dit « je te demande pardon », et que chacun se satisfasse de ça. C'est ça le plus important, parce qu'on peut travailler dans la famille et on peut faire que ça s'arrête, que les enfants soient suivis, que les enfants abusés n'aient pas non plus ce comportement de reproduire. C'est ça qui est le plus important pour moi. Il faut que ça s'arrête. Et alors, il y a quand même un goût amer quand on lit toute votre histoire. C'est finalement que tous ces professionnels qui sont amenés à côtoyer les enfants, des enfants en souffrance, qu'il s'agisse de juges, qu'il s'agisse de travailleurs sociaux, d'avocats, de parties adverses, tous ces gens, finalement, maltraitent la parole de l'enfant, maltraitent l'enfant, presque, maltraitent ses défenseurs. Et ces gens, eux, sont assez peu inquiétés, voire pas inquiétés du tout. On pense également à ce médecin qui délivre des certificats médicaux aux parents pour Karine en expliquant que tout va bien, que l'enfant ne présente aucun problème, alors qu'on saura plus tard qu'un constat d'expert montre qu'elle a subi des sévices physiques. Karine, physiquement, est très abîmée, elle est mutilée. Donc, il ne pouvait pas ne pas le voir le jour où il l'a auscultée. Oui. Mais il ne l'a pas auscultée.
Il n'a pas ausculté. C'est pas... Karine le dit, je la crois, parce que je crois ce qu'elle dit. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Soit il a fait une très grosse faute professionnelle, et il devait être poursuivi pour une faute professionnelle, soit il ne l'a pas ausculté. Mais de toute façon, il devait être poursuivi. C'est une autre faute professionnelle. Oui, voilà, c'est une autre faute professionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ces gens marchent un peu la main dans la main. On ne se poursuit pas. On sait, voilà, il y a des erreurs, il y a des fautes. Mais c'est tellement compliqué d'aller vers la faute lourde. C'est pour ça que je ne veux pas lâcher la faute lourde. Et que j'ai pas voulu lâcher. Il faut briser le silence. Il faut briser le silence, il faut en parler, il faut faire remonter les choses. Et je vous remercie de m'inviter, parce que c'est vous aussi, les médias, qui détenez cette capacité de faire parler des choses et de faire changer les choses. Parce que les médias sont aussi un formidable outil de communication pour faire parler les gens et pour dire ce qui ne va pas. Les dysfonctionnements de la justice et la déliquescence de la justice, c'est connu de tout le monde. Et finalement... Mais derrière, parfois, c'est des enfants. C'est des enfants, c'est des vies, c'est des familles qui sont détruites, c'est des enfants qui vont sombrer dans la délinquance, dans l'alcool, dans la drogue, ça va avoir un coût humain phénoménal et un coût sociétal qu'on n'ose même pas imaginer. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont dénoncées et dont on ne veut pas parler, qu'on ne veut pas nommer. Un mauvais juge est un mauvais juge, il restera un mauvais magistrat. Un mauvais travailleur social, il n'a pas à rester travailleur social. Et souvent, quand on parle de la fonction publique, on dit « ouais, il y a à peu près 20% de gens qui n'ont pas leur place ». Ben oui, mais on les garde quand même. Et il faut le dénoncer avec un peu d'opiniâtreté, on y arrive finalement. Je pense, oui, il faut le dire très haut, parce qu'il y a 80% de gens qui font bien leur boulot. Mais ces 20%-là, ils nuisent à toute la communauté, puisqu'à un moment donné, on passe entre leurs mains. Moi, je n'oublierai jamais ce magistrat qui a osé me dire « ouais, mais bon... en parlant des fellations, ouais, mais bon, elle était demandeuse, hein, vous vous rendez compte ?» Et on parlait d'une enfant de 5 ans. Oui, oui. Et il parlait à ce moment-là de quelqu'un qui m'était si cher. Comment ces gens-là ne peuvent pas être poursuivis? Eh bien, c'est parole contre parole. Et vous vous apercevez qu'à ce moment-là, votre parole, elle ne vaut rien. Que les greffiers soutiennent leurs magistrats, je pense qu'objectivement, ils n'ont pas trop le choix, mais que personne n'ose faire remonter ça. Même les avocats sont pleutres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que si, à un moment donné, ils parlent de ça, attention à leurs autres dossiers. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Laurence? D'en sauver d'autres. Ce sera le mot de la fin, avec beaucoup d'espérance, comme toujours. Oui. Merci beaucoup, Laurence Brunet-Jambu. Merci à vous. Je vous rappelle à tous, c'est Signalement aux éditions Ring, un livre lourd, mais qu'il faut lire.